C'est la nuit. Vous vous réveillez sur un coup de tonnerre. Le parquet craque, une aile membraneuse vous frôle le visage alors que vous descendez l'escalier après avoir entendu un bruit. Là, une liane se prend dans vos jambes et devant vous surgit un squelette. Les espèces animales et végétales maléfiques en cette nuit d'Halloween ont décidé de prendre possession de votre vie et vous n'en réchapperez pas. Nous sommes le mercredi 2 novembre de l'an 2022. Bienvenue dans Podcast Science. Alors ce soir, pour cette émission spéciale Halloween, nous avons un tour de table où nous sommes 5, répartis un peu partout. Donc nous avons Cléora depuis les tréfonds de Perduville. Salut à tous. Nous avons Topo. Wow. Et Johan. Salut. Depuis Paris, peut-être depuis les catacombes. Nous avons Eléa. Salut tout le monde. Depuis Strasbourg et son musée vaudou. Et moi-même, Alexa, depuis Los Angeles, où le truc le plus effrayant, c'est sans doute la chirurgie esthétique. Ce soir, nous avons un certain nombre de petites chroniques. Nous aurons d'abord Topo, qui nous parlera du son le plus terrifiant de la nature. Moi, je vous parlerai du conte Desmodus et des chauves-souris vampires. Et Léa vous parlera des citrouilles. Et Cléora vous parlera des chants et des cris des rapaces nocturnes. Et je laisse la parole à Topo pour sa chronique. T'as oublié de dire que Johan va ambiancer tout ça. Tout à fait, Johan va ambiancer tout ça avec du tonnerre pendant toute Je suis très déçue de ne pas avoir eu de bruit de citrouille. Eh bien, merci Alexa. Et pour cette chronique d'Halloween, je vous propose une petite histoire. Comment s'en raconte la nuit en forêt pour jouer à se faire peur. Imaginez la scène. Vous n'êtes pas dans n'importe quelle forêt, mais dans les monts Santa Cruz, sur la côte centrale californienne. Il fait nuit noire, et une pluie lourde secoue les épines des immenses séquoias qui vous entourent. Vous avancez prudemment, évitant les racines et les cailloux glissants, l'oreille tendue, à l'affût d'une potentielle menace. Mais pourquoi vous risquez-vous à cette sortie nocturne ? Vous avez bêtement laissé votre repas à l'abandon, et il est hors de question que quelqu'un d'autre que vous ne puisse en bénéficier. Alors, tenace, vous cherchez, vous retracez votre chemin, quand soudain... De simples rainettes du Pacifique. Rien de quoi s'alarmer. D'ailleurs, vous avez été d'un calme olympien, à peine surpris par ces coassements. Vous reprenez votre route, plus que jamais déterminé à retrouver votre dîner. Cette fois, vous en êtes certain, vous êtes sur la bonne piste. Oui, vous le voyez enfin, votre repas, indemne. Vous ne baissez pas votre garde pour autant, car cette forêt est réputée pour abriter des prédateurs féroces. À pas feutrés, vous vous approchez, vous pouvez sentir les effluves enivrantes de votre casse-croûte, quand soudain retentit le son le plus terrifiant que vous ayez jamais entendu, le son du plus impitoyable super prédateur de la nature. This is not good for the country what's happening here, because it isn't, I don't think... In Libya, using our arms and our... All of a sudden, we had 50 statelets creating their own... Ah oui, j'ai oublié de vous mentionner ce petit détail. Dans mon histoire, vous n'êtes pas n'importe quel protagoniste, mais l'un des nombreux cougars sillonnant les monts Santa Cruz. Et vous venez de participer à une étude scientifique dont les résultats seront publiés en 2017 dans la revue Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences,
intitulée « La peur du superprédateur humain réduit le temps d'alimentation chez les grands carnivores ». Et cette étude a démontré que les cougars abandonnent précipitamment les dépouilles de leur proie s'ils entendent des enregistrements de voix humaines. Ici, c'était divers extraits de présentateurs de talk-show déclenchés depuis des caméras camouflées. Alors qu'ils restent d'ordinaire impassibles à la diffusion d'autres enregistrements comme ceux de Renette que vous avez entendus plus tôt. Après avoir entendu ces extraits télévisés, leur temps de retour auprès de leur repas est également accru et globalement, ces perturbations sonores entraînent une diminution de leur temps passé à manger, tout ça à cause du son de la voix humaine. C'est quand même un comble lorsqu'on sait qu'un cougar en colère, ça ressemble à ça. De quoi nous foutre les chocottes à nous humains, non ? Eh bien, cette étude de 2017 rejoint un grand nombre d'articles qui semblent pourtant prouver que le son de notre voix constitue le son le plus terrifiant de la nature. Et pour un cougar, il y a de quoi craindre les humains. Aux États-Unis, jusqu'en 1973, il était autorisé, voire conseillé, de chasser des grands prédateurs classiques comme les loups et les cougars. Les loups ont frôlé l'extinction après des campagnes d'empoisonnement et les cougars n'existent plus dans toute la partie est du pays, hormis en Floride, leur population ayant été exterminée. Même encore aujourd'hui, l'humain est la source principale de mortalité pour les cougars de Santa Cruz, 59,1% d'entre eux étant abattus dans le cadre de chasse légale ou illégale. Et cela s'étend à d'autres espèces de prédateurs plus petits, comme les moufettes, les opossums ou le lynx roux. Une étude publiée en 2019 dans Ecology Letters a ainsi démontré que des zones balisées de haut-parleurs diffusant de simples voix humaines, déclamant de la poésie à bas volume, sont évitées par ces prédateurs qui choisissent de quitter les lieux ou de devenir plus nocturnes, moins actifs, ou carrément de passer moins de temps à chasser. Et cela peut avoir des répercussions assez impressionnantes à travers tout un écosystème, en redéfinissant notamment ce qui s'appelle le paysage de la peur. En effet, en sciences de l'écologie, la notion de paysage de la peur désigne des régions d'un territoire qui sont évitées par certaines espèces ou dont la visite altère leur comportement. Car même lorsque des prédateurs ne sont pas en train d'activement tuer leur proie, les traces indirectes de leur présence, odeurs, empreintes, sons, peuvent suffire à instiller un sentiment d'insécurité chez leurs victimes potentielles. Et au cours d'une vie, voire des générations, cela peut créer des corridors de terreur sur un territoire physique. Et dans ces deux expériences effectuées dans les monts Santa Cruz, le superprédateur définissant le paysage de la peur, c'est l'espèce humaine. Et autant dire que rien qu'en parlant, notre potentiel de fiche-le-souk dans un écosystème est colossal. Dans la première expérience, par exemple, les voix humaines qui étaient diffusées sur des caméras qui avaient été installées près des cadavres de proies vieilles de moins de 3 jours. Or, la plupart des cougars qui avaient pris leurs pattes à leur cou ne revenaient pas finir de consommer la dépouille. Les chercheurs de l'étude ont estimé qu'il y avait une corrélation à faire entre leurs résultats et la propension plus importante d'attaques enregistrées sur des cerfs et biches locales par les cougars. En d'autres termes, ces interruptions de repas intempestives, empêchant ces félins d'être rassasiés, semblent induire une mortalité accrue sur leur proie. Pour citer et déformer les propos de Yoda, la peur mène à la faim mène à l'agressivité, et l'agressivité mène à la souffrance. Dans la seconde étude, par contre, les écologues ont documenté un effet moins intuitif. Les corridors de peur disposés sur des zones plus grandes et sur un temps plus long ont entraîné leur désertion progressive par des prédateurs. Mais pas de l'intégralité des espèces locales. Des rongeurs, tels que des rats et des souris, sont rapidement devenus plus actifs dans ces régions, passant plus de temps à se nourrir et profiter de l'absence de prédateurs. Le paysage de la peur de leurs plus grands ennemis ayant changé, la voix humaine constituant une protection, un bouclier anti-prédateur. On s'imagine souvent que l'impact néfaste de l'espèce humaine sur la nature se manifeste surtout lorsque nous déployons les gros moyens. Massacre à la tronçonneuse et 28 jours plus tard, c'est le silence des agneaux. Mais ces deux études californiennes, qui alimentent une littérature scientifique grandissante sur la question, suggèrent qu'une simple discussion entre deux personnes, lors d'une randonnée, peut potentiellement altérer un écosystème. Alors que faire ?
selon moi, et c'est une opinion toute personnelle, on pourrait déjà éviter de sortir les carabines à tout bout de champ pour que le lien humain-super-prédateur se brise à terme. Je pense qu'on est assez nombreux à penser que la nature, les cyclistes et les randonneurs se porteraient mieux ainsi. Mais en attendant que la peur change de camp, il est crucial de continuer à réaliser ce genre d'études pour comprendre les profondes ramifications de notre impact sur la nature. Les chercheurs ne pensent pas qu'il faille abandonner les forêts, loin de là. À l'heure où les contacts entre les humains et la nature se font de plus en plus rares, ce serait malvenu, d'autant plus si on prend en considération tous les aspects bénéfiques qu'elle peut avoir sur nous et notamment sur notre santé. Par contre, ces connaissances pourraient être exploitées pour aménager de manière plus efficace les espaces naturels, restreindre certaines zones en nombre de personnes ou périodes de l'année. Et pourquoi pas sensibiliser les amateurs de la nature à goûter ses bienfaits en silence. Merci Topo. Alors c'est en fait ce que tu dis effectivement, c'est des études américaines et ils sont en train de faire ça vraiment dans les parcs nationaux aux États-Unis de limiter la fréquentation, pas seulement pour la nature et pas abîmer les sites, mais aussi pour la nature, les animaux et tout ce que pour justement qu'on n'ait pas un impact humain trop important sur eux. Alors un truc avec les mountain lions quand même, enfin les cougars dont tu parles, c'est un peu la même famille. C'est vrai qu'ils ont peur de l'homme globalement et ces études le prouvent. Néanmoins, ils attaquent parfois. Il y en a qui attaquent. Il y a des cas en Californie, il y a une joggeuse qui s'était fait tuer il y a quelques années et il y a pareil quelques années. Alors je suis beaucoup allée à Seattle et il y a deux personnes qui faisaient du vélo dans une forêt et un mountain lion leur a sauté dessus, il en a tué un et attaqué l'autre qui a réussi à se sauver plus ou moins. Donc des fois quand même, ils sont pas complètement démunis. Non, mais c'est finalement ces corridors de la peur, ça pourrait entraîner d'une certaine manière une gestion des forêts différentes. Oui. Et je pense il y avait un autre exemple que j'ai pas cité là dans cette chronique d'exploitation de sons qui font peur à certains animaux. Notamment, il y avait certaines zones en Afrique pour lesquelles ils diffusaient des sons d'abeilles, de ruches d'abeilles, pour pouvoir préserver certaines zones humaines du passage de certains éléphants qui sont effrayés par le bruit des abeilles, pas par le bruit des humains, mais par le bruit des abeilles. Et donc, on pourrait tout à fait envisager, en fait, de se faire des corridors propices aux randonneurs en diffusant des sons et qui seraient évités régulièrement par les cougars, quoi. Donc, à voir, sachant que là, on a eu une certaine aubaine ces temps-ci pour ces études-là, c'est que la plupart des régions de ces fameux monts Santa Cruz ont été désertés pendant la pandémie, et donc là il y a beaucoup d'écologues qui se frottent les mains parce qu'ils ont énormément de données à exploiter pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie, est-ce que ça a changé la dynamique de ces corridors de la peur. Voilà. Donc, et est-ce que tu sais pourquoi les éléphants ils ont peur des abeilles ? Les éléphants, ils ont peur de plusieurs types d'insectes, et je sais que par exemple pour les fourmis, c'est véritablement parce que ils peuvent prendre sévère pour ça, et j'imagine que du coup c'est la même chose pour en bande les abeilles locales, hein, c'est pas nos petites abeilles domestiques, mais les abeilles locales peuvent leur foutre une mine sévère, je crois. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a des questions dans la chatroom ? J'ai vu que Blue Phoenix dit il y a des parcs naturels limités en visiteurs en France aussi. Et il nous partage une image d'un cougar qui attaque. Bon, on va éviter de regarder ça pour faire... si vous voulez vous faire peur, allez-y. C'est assez beau à regarder, j'imagine. Eh bien, si on n'a pas d'autres questions, je vais passer à ma propre chronique, du coup, qui s'appelle le conte Desmodus. Pourquoi le conte Desmodus ? Eh bien, parce que on va parler des chauves-souris vampires, et évidemment, cela fait référence au conte Dracula. Alors là aussi, on va commencer par une petite histoire. Imaginez que vous êtes une vache sous les tropiques à Trinidad, ce pays d'Amérique centrale au large du Venezuela. La nuit tombe, il fait bon, parce que sous les tropiques il fait très très bon quand la nuit tombe, et vous vous apprêtez à vous reposer dans le champ à côté de votre ferme. Vous reposez vraiment ? Eh ben non en fait, car vous entendez ce son, qui est le son d'une chauve-souris vampire, et sur votre dos, vous sentez le poids d'un petit animal qui vous saute dessus, puis marche jusqu'à trouver un endroit qui le satisfasse.
Évidemment, vous bougez pour le chasser, hein, mais lui, il ne bouge pas et au contraire, vous sentez une coupure nette et du sang qui coule tiède et fluide le long de votre flanc. Félicitations, vous venez d'être mordu par une chauve-souris vampire qui vient de se délecter de votre hémoglobine, qu'elle va ensuite lécher jusqu'à être repue. Mais pas de panique cependant, parce que si vous écoutez cette émission, j'imagine que vous n'êtes pas une vache, et à moins si comme moi vous essayez de les capturer, vous n'avez en fait quasiment aucune chance de servir de dîner, bien malgré vous, à nos chers vampires. Alors pourquoi ? Parce que c'est Dracula des airs qui sont d'ailleurs considérés comme une des potentielles inspirations du conte Dracula, étant donné que ces chauves-souris étaient connues depuis le XVIIe siècle et que le conte Dracula ça a été écrit au XIXe. Qui sont-ils finalement ? Contrairement à leur mauvaise réputation et à la première idée que les gens se font des chauves-souris, si je vous parle des chauves-souris, forcément vous allez me dire « Ah, mais c'est des vampires, elles sucent le sang ». En fait, les chauves-souris vampires ne représentent que 3 espèces sur les 1456 espèces de chauves-souris qu'on a actuelles au dernier comptage. Donc, être hématophage, manger du sang, en d'autres termes, c'est vraiment rare. Et en pratique, vous aurez très peu de chances d'en croiser, en tout cas en France métropolitaine, étant donné que ces espèces vivent principalement en Amérique centrale et du Sud, dans des régions tropicales. Et à ma connaissance, en plus sur les régions dans les Caraïbes en fait même. Et donc du coup dans les Caraïbes françaises, à ma connaissance, on n'a pas de chauves-souris vampires sur ces îles. Non, en Guyane peut-être qu'on en a. L'espèce la plus répandue, c'est le vampire commun, qui est aussi appelé Desmodus rotundus, et qui se nourrit principalement sur le bétail, mais également sur d'autres grands mammifères comme le tapir. Mais en fait, on s'est rendu compte, après l'introduction du bétail dans ces régions, que leur source principale pour se nourrir, c'est vraiment le bétail et donc nos fermes. Et d'ailleurs, nous, pour les attraper, on va dans les fermes puisque c'est là qu'on en trouve le plus. Mais se nourrir exclusivement de sang, en réalité, n'est pas sans conséquence d'un point de vue évolutif. Et ces chauves-souris vont donc présenter tout un tas d'adaptations qui les rendent non seulement aptes à se nourrir, mais également à digérer et subsister sur ce type de nourriture, à détecter leur proie, etc., etc. Notamment pour pouvoir repérer et sauter sur leur proie, elles se sont bien plus adaptées à la locomotion que les autres chauves-souris. Et en fait, elles sont même capables de courir sur leurs 4 pattes en utilisant leurs poignets comme support. Alors, si vous voyez les chauves-souris, vous savez, elles volent avec leurs mains et elles sont capables, celles-ci, de s'appuyer vraiment sur leurs poignets et donc de marcher comme si elles avaient un peu des cannes, sauf que leurs cannes, ça va être leurs poignets. Et les chercheurs ont d'ailleurs étudié ce mode de locomotion parce que c'était assez intriguant et pour ça, ils les ont fait courir sur un tapis roulant pour évaluer leur capacité. On va vous mettre une vidéo dans la chatroom de chez Chauve-souris qui courent sur des tapis roulants et on vous invite à aller voir un peu ce que ça donne parce que c'est assez impressionnant. Et une fois sur leur proie, elles vont d'ailleurs justement marcher au sol et ensuite sauter sur leur proie et elles vont être ensuite capables de détecter les zones qui sont riches en vaisseaux sanguins et de marcher jusqu'à ces zones grâce à des senseurs de chaleur qu'elles ont au niveau de leur nez. Donc là encore, on a une adaptation qui est vraiment liée à ce mode de nourriture que les autres chauves-souris n'ont pas. Ensuite, une fois qu'elles seront face à ces zones où on a plein de vaisseaux sanguins, elles vont percer la peau avec leurs dents qui, elles aussi, sont extrêmement modifiées. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas leurs canines qu'elles utilisent pour percer la peau. D'ailleurs, dans Dracula, les dents qui sont modifiées pour lui, ce sont les canines, mais chez les chauves-souris, pas du tout. Ce sont leurs incisives qui sont modifiées, et elles ont même perdu une partie de leur émail pour rester aiguisées comme des lames de rasoir, ce qui leur permet de découper un petit volet de peau en V, qui évidemment va se mettre à saigner, étant donné qu'on a beaucoup de vaisseaux sanguins dessous. On a encore une autre adaptation intéressante, puisque les propriétés anticoagulantes de leur salive, qui contient un anticoagulant qui a été appelé draculine, en référence à Dracula, permet au sang de couler de façon fluide et à ces chauves-souris de lécher leur précieux nectar grâce à une langue particulièrement adaptée, étant donné qu'elle a des rainures pour faciliter le prélèvement de sang. Alors j'ai eu la chance, on
on peut discuter, d'expérimenter une morsure à sa décharge, essayer d'attraper ce petit vampire. Et la conséquence, c'est que non seulement le petit volet de peau est vraiment net et précis en forme de triangle, mais je peux vous dire que la draculine, ça marche vraiment très très bien, étant donné que quand on se fait mordre, on saigne en général pendant à peu près 12 heures, le temps que au niveau de la blessure, le temps que ensuite le sang coagule. Mais ces étonnantes adaptations ne s'arrêtent pas là, et c'est en cours d'étude actuellement, mais il semble que leur appareil digestif soit également modifié pour être capable d'assimiler le sang, qui est quand même une source de nourriture assez inhabituelle, et leurs glandes salivaires que personnellement j'étudie sont d'ailleurs très différentes morphologiquement des autres chauves-souris. Comme le sang, c'est pas a priori si nourrissant que ça, enfin c'est ce qu'on pense en tout cas, elles peuvent rapidement décliner si elles ne se nourrissent pas pendant 2 nuits d'affilée. Du coup, ces chauves-souris ont finalement une structure sociale qui est un peu différente des autres chauves-souris. Elles font énormément de coopération et elles sont capables de régurgiter du sang à des congénères qui, par exemple, au cours d'une nuit, n'auraient pas pu sortir pour se nourrir. Et des études ont été faites sur les interactions entre les chauves-souris. Elles semblent être capables de donner plutôt du sang à leurs proches, donc soit leurs proches d'un point de vue familial ou d'un point de vue compagnon de nid, mais pas uniquement. Apparemment, elles sont aussi capables de donner du sang à des chauves-souris qui ne leur sont pas apparentées, et on pense que c'est afin de limiter la famine qui pourrait découler de ce mode de nourriture. Les chauves-souris sont très sociales d'une manière générale et prennent soin des unes des autres en montrant de forts liens sociaux, mais chez ces familles de chauves-souris, c'est encore un niveau supérieur. Et on pense d'ailleurs que la taille de leur cerveau est liée au fait qu'elles ont ces interactions sociales très élaborées, elles ont un cerveau un peu plus gros que les autres chauves-souris, et on pense que c'est aussi lié aux techniques élaborées de chasse, puisqu'il faut trouver sa proie, être capable de la mordre, de récupérer le sang, etc., etc. Alors, est-ce que vous pensez que les vampires sont vraiment toujours effrayantes? Moi, je trouve pas. Je trouve qu'elles sont au contraire très très intéressantes. Mais évidemment, je vous laisse juge. Alors, ici, j'ai parlé de la chauve-souris vampire commune. Mais en fait, comme j'ai dit au début de cette chronique, on en a 3. Et on a 2 autres espèces vivantes actuellement de vampires qui sont plus rares et moins étudiées. Notamment le vampire à aile blanche ou Diaemus youngi, et le vampire à pattes velues Diphila ecodata. Alors Diaemus est un petit peu différent, donc le vampire à aile blanche, puisqu'il se nourrit plutôt, donc il se nourrit aussi sur du bétail, mais plutôt sur les oiseaux. Moi, j'ai eu la chance d'en attraper, et je vous raconte cette histoire parce qu'elle est assez rigolote. C'est parce que l'une d'entre elles se nourrissait sur la patte d'un poulet. Et en fait, là, c'est un peu une scène digne d'Halloween, puisque on a détecté la présence de chauves-souris parce que il y avait des poules dans les arbres qui nichaient dans les arbres, et en fait, on marchait dans la forêt, on essayait de trouver des chauves-souris, et on a vu du sang qui tombait en gouttes sur le sol, sur nous en fait. On a levé la tête et là, on a vu cette chauve-souris qui rampait directement sur la patte du poulet et qui était en train de se nourrir directement sur ce poulet qui est situé en hauteur. Et du coup, on l'a attrapé avec un grand filet à papillon et ensuite, on a pu l'étudier. Et la poule, du coup ? C'est une bonne question. Écoute, la poule avait l'air d'aller bien, mais en fait, il se trouve que sur des poules qui sont un peu petites, si elles prélèvent du sang à répétition, ça peut assez mal finir en fait pour les pauvres poules. Alors que bon, les autres, et quand elles se nourrissent sur du bétail, bon, une vache c'est gros, une chèvre aussi c'est quand même très gros par rapport à une chauve-souris, donc bon, le bétail en fait s'en fiche un peu. Le seul problème qui peut arriver, c'est que ces chauves-souris peuvent transmettre la rage, comme tous les mammifères. Et donc, on a eu potentiellement des cas de contamination de bovins par la rage, sachant que ces chauves-souris sont malades de la rage. Elles vont pas juste la garder et la transmettre et servir de réservoir, on va dire, sans que ça leur fasse du mal, elles en meurent. Donc voilà, donc on a potentiellement des dangers pour ces animaux, plus pour les oiseaux que pour le bétail. Et cette chauve-souris, en plus, elles ont aussi des glandes odorantes, et on pense que ces glandes odorantes, elles pourraient agir contre leurs prédateurs, étant donné que ces chauves-souris, elles peuvent être la proie d'autres animaux qui se trouvent dans la nature, et notamment des oiseaux de nuit, par exemple.
On pense que Diaemus, justement, parce qu'elle se nourrit sur des oiseaux, est plus adaptée à la grimpe que ses congénères vampires communs. Et on pense que c'est vraiment lié au fait qu'elle va essayer d'aller chercher ces oiseaux dans ces arbres. La dernière espèce vivante, Diphylla, elle semble un peu différente des deux premières, mais elle semble un peu différente des autres. Elle ne possède pas de rainure sur la langue pour sucer le sang, mais elle semble avoir en contrepartie une autre adaptation qui, je trouve, est super intéressante. Elle a une espèce de goulotte sur le palais pour absorber le sang. Donc on a ici deux manières finalement de s'adapter à ce régime alimentaire qui sont assez intéressantes. Et par le passé, alors, parce que là, si vous avez un peu noté ce que j'ai dit, j'ai parlé d'espèces actuelles, d'espèces vivantes. En fait, on a des fossiles de vampires qui semblent toutes appartenir au genre Desmodus, donc au genre vampire commun, dont je parlais au début, qui peuvent être soit plus grosses ou plus petites, et qui étaient présentes assez récemment, géologiquement, au Pléistocène, donc il y a quelques millions d'années, et qui ont disparu. Donc en fait, on avait plus de chauves-souris vampires avant. Maintenant, on en a 3 espèces qui sont pas du tout menacées ou quoi que ce soit, mais on a eu cette diminution. Alors pour conclure cette chronique, je voudrais juste dire que pour moi, les vampires ont cette image vraiment effrayante, mais pour moi, les vampires réels, qui sont ces chauves-souris vampires, ne sont pas effrayantes. Et au contraire, c'est des espèces qui sont extrêmement attachantes et intéressantes. Elles coopèrent, elles vivent en groupe, elles ont des techniques élaborées, elles ont des adaptations incroyables, et elles restent malgré tout assez mystérieuses. Donc si l'an prochain, vous pensez vous déguiser en vampire, déjà, modifiez vos incisives et pas vos canines, et n'oubliez pas leur héritage et tout ce qu'elles ont à nous apporter. C'est beau. J'aurais moins peur des chauves-souris vampires maintenant. Y a-t-il des questions dans la chatroom ou ailleurs ? Ce soir, la chatroom, ils sont très 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 sages. Donc, est-ce que ça peut te... Tu disais que oui, donc alors j'ai oublié, le nom de l'enzyme qui te faisait pisser le sang pendant 12 heures. La draculine. La draculine. Est-ce que oui, du coup, si tu te chopes, est-ce que tu peux en mourir du coup parce que tu perds trop de sang, quoi. Non, si tu te parce fais que mordre et que non, parce que en fait c'est vraiment. Ouais. Non, ces chauves-souris, elles sont vraiment plus petites. Elles sont de la taille d'une grosse souris, donc voilà. Et du coup, tu peux imaginer que ses dents, elles sont aussi toutes petites. Et non, t'en meurs pas. C'est juste, tu vois, moi, je m'étais fait mordre au droit. Bien sûr, j'ai essayé de l'attraper. Et c'est juste, voilà, un petit filet de sang. Alors bon, tu mets un pansement, tu comprimes un peu. Mais non, nous, on peut pas en mourir. Et c'est assez local l'anticoagulant. C'est pas comme on en avait parlé dans l'émission Venin, c'est cette espèce de papillon qui te fait une espèce de choc systémique, d'hémorragie globale de tous tes organes. On n'est pas du tout là-dessus. Là, c'est vraiment très très local, donc on va pas en mourir. Très bien. Donc pour Halloween l'année prochaine, tu nous parles de papillon, quoi. Eh ben non, parce qu'on en a déjà parlé, mais peut-être d'autres choses. Il faudra trouver. Et ben du coup, on va passer à la chronique d'Eléa, dans ce cas-là, qui va nous parler des citrouilles. Très bien. Alors, comme j'ai rien préparé et que je n'ai pas de texte, on va faire une chronique participative, comme ça va tous vous réveiller. Alors, qu'est-ce qu'on fête le 31 octobre, la veille du 1er novembre ? La fête des morts, Halloween ? Non. Voilà, il y en a qui suivent, c'est le thème de l'émission, bravo. On fête Halloween, mais savez-vous d'où vient ce mot, Halloween ? Aucune idée. Oh. Non. Des hypothèses. C'est de l'irlandais, non ? C'est pas un truc irlandais ? Pas du tout. Ok. Ah non, c'est Jack O'Lantern. C'est Jack O'Lantern. Alors, on ne sait pas. Halloween, déjà, c'est une contraction. Ce serait une contraction de All Hallows Eve, qui signifiait, du coup, la veillée de tous les saints, ou la veille de tous les saints. Parce que le 1er novembre, eh bien, c'est la Toussaint. L'Église fête tous les saints de la religion. C'est bien pratique. Alors, à l'origine, cette fête, elle n'était pas le 1er novembre, elle était plutôt le 13 mai. Et donc, ça a été déplacé au 1er novembre. Certains historiens disent que c'est pour christianiser une fête païenne qu'on fêtait beaucoup partout en Europe, qui était Samhain. Une fête celte. Samhain, c'était le moment de l'année où on passait de la phase lumineuse de l'année à la phase sombre de l'année. Et donc, c'était un passage de
du pont entre la vie et la mort, de la lumière à la nuit. Symboliquement, c'était assez important pour passer d'une année à l'autre. Et la culture païenne, on n'aime pas trop, donc du coup, on déplace la fête de tous les saints le 1er novembre pour christianiser tout ça. Alors, c'est intéressant, Samaïn, et pourquoi je commence par cette fête, c'est parce que à cette période de l'année, je suis bénévole dans un musée qui s'appelle l'Écomusée d'Alsace, et régulièrement, je fais des visites des jardins, et puis je raconte plein d'anecdotes sur la culture et les traditions alsaciennes, les superstitions autour d'Halloween, les sorcières, tout ça, parce qu'il y a plein de choses très rigolotes qui se font en Alsace, et notamment des usages superstitieux de tout un tas de plantes. Il y a des plantes qu'on utilise pour lutter contre les sorcières, il y a des petits rituels qu'on a en cueillant telle ou telle essence de bois pour protéger sa maison, et ainsi de suite. Et il y a aussi un grand savoir populaire quelque part sur la météo. Par exemple, je peux vous donner plein d'exemples de proverbes de la Toussaint. On disait autrefois que de la Saint-Michel à la Toussaint, laboure grand train, ou alors à la Toussaint, sème ton grain. Et aussi des prédictions météo, comme s'il neige à la Toussaint, l'hiver sera froid, de la Toussaint à la fin de l'Avent, jamais trop de pluie ou trop de vent. Alors avec la montée des températures, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir à Noël, mais en tout cas, cette période est riche en croyances et en culture. Et une de cette culture-là, c'est souvent de creuser des légumes pour en faire des bougies. À Halloween, on met des bougies dans les citrouilles, par exemple. Mais la citrouille, ça ne vient pas à l'origine d'Europe. Est-ce que vous savez d'où ça vient ? Alors là, bonne question. Ah. Souvent, je demande aux gens qu'est-ce qu'il y a dans un potager traditionnel au Moyen-Âge en Europe, et tout le monde me répond de la tomate, de la pomme de terre et de la citrouille. Eh ben, aucune de ces plantes ne vient en fait d'Europe, elles viennent toutes d'Amérique. Mais pourquoi donc utilisons-nous des citrouilles à Halloween, et pourquoi est-ce que c'est tellement populaire ? Eh bien, il faut remonter assez loin, et je vais vous expliquer toute la boucle. Alors, à Halloween, cette fameuse légende de la citrouille, on la confond beaucoup avec la légende de Jack O'Lantern que tu mentionnais tout à l'heure. Ah, c'est Joanne. Voilà, Jacques à la lanterne, c'est une légende qui est d'origine irlandaise. Est-ce que vous la connaissez et est-ce que vous voulez que je vous la raconte ? Je m'en rappelle très très vaguement. Mais je veux bien que tu la rappelles, du coup. En gros, Jack, alors selon les versions de l'histoire, c'est un forgeron, c'est un ivrogne, en tout cas c'est un mec pas super sympa. Puis un jour qu'il boit dans un bar, il croise le diable qui veut prendre son âme, puisque c'est un peu son job de diable. Et donc le diable vient lui demander son âme, et puis Jack lui dit c'est pas terrible de te donner mon âme, laisse-moi au moins boire un dernier verre. Par contre, j'ai pas d'argent. Donc le diable se transforme en pièces pour que Jack puisse payer son dernier verre, et plutôt que de le donner à l'aubergiste en échange d'une bière, eh bien il le met dans sa bourse dans laquelle il y a une pièce d'argent et une croix d'argent. Et le diable se retrouve coincé dans la bourse, et Jack arrive à négocier que s'il veut sortir de sa bourse, il doit le laisser tranquille pendant 10 ans. Donc le diable est un peu fâché, mais bon, il laisse Jack tranquille pendant 10 ans. 10 ans plus tard, il recroise Jack et puis réclame son dû, son âme. Jack lui dit bon d'accord, je viendrai avec toi, mais j'aimerais bien manger une dernière pomme. Est-ce que tu peux monter à cet arbre pour m'en chercher une ? Donc le diable s'exécute et monte à l'arbre. Et là, Jack met une croix d'argent sur l'arbre et l'empêche de redescendre. Le diable est piégé dans l'arbre. Donc cette fois-ci, il arrive à négocier que le diable le laisse tranquille pour toujours. Et un beau jour, Jack meurt. Il va devant la porte du paradis, et puis Saint-Pierre lui dit « T'as quand même pas été génial dans ta vie, le paradis sera fermé pour toi ». Du coup, il va voir le diable en enfer, et le diable lui dit « Ah bah non, désolé, je t'ai promis de te laisser tranquille, donc tu n'iras pas en enfer non plus ». Et depuis ce temps, Jack à la lanterne erre entre les deux mondes, entre le paradis et l'enfer, dans un univers noir et sombre. Et dans la légende d'origine, il a utilisé un navet qu'il a creusé pour y mettre une bougie et s'éclairer dans le noir entre les deux mondes. Donc l'origine de la légende de cette bougie dans la citrouille venait en fait d'un navet
creusées. D'ailleurs, il y a certaines zones d'Europe, je crois dans le nord de la Belgique notamment, où ils ont encore la nuit des navets, la nuit des betteraves grimaçantes, etc. Et donc ils creusent des navets et des betteraves plutôt que des citrouilles. Mais bon, si on suit le cours de l'histoire, les Irlandais sont pas tous restés en Irlande et un jour ils ont traversé aux États-Unis. Il y a eu un grand mouvement migratoire jusqu'aux États-Unis. Et aux États-Unis, ils avaient des citrouilles et les citrouilles c'est quand même plus grand et plus pratique pour y mettre des bougies et donc c'est probablement à partir de là qu'on a commencé à utiliser la citrouille d'Halloween pour éclairer cette fête et comme symbole de cette fête. C'est revenu ensuite en Europe par les États-Unis en ayant fait une grande boucle culturelle pour la fête des morts. Donc une histoire qui est quand même assez intéressante et assez originale et puis on n'y pense pas forcément en voyant toutes ces citrouilles. Alors je voulais quand même vous dire 2-3 mots sur cette fameuse citrouille qui vient des États-Unis et sur l'origine de sa domestication. Alors la citrouille, ça fait partie de la grande famille des cucurbitacées. On y retrouve aussi le concombre que vous connaissez, qui est aussi une cucurbitacée. La citrouille, c'est quand même, les cucurbitacées, c'est une grande famille puisqu'il y a plus de 800 espèces, il y a beaucoup de genres, etc. Et c'est une espèce qui a beaucoup progressé au cours du temps. Je vous ai dit que tout à l'heure que son bassin d'origine c'était les États-Unis, et en fait il y a plusieurs types de courges et de citrouilles qui sont apparus un peu partout, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Les deux foyers principaux, en gros, c'est l'Amérique du Nord dans laquelle on a cultivé plutôt les citrouilles, et puis l'Amérique du Sud dans laquelle on a cultivé plutôt tout ce qui est potiron. Ça se ressemble un peu, mais ce n'est pas la même espèce. Donc, si je vous refais l'évolution de tout ça, à l'époque, les citrouilles, les potirons et toutes les courges qu'on trouvait, c'était plutôt des toutes petites choses qui étaient pleines de graines et qui étaient probablement très amères, puisque les courges, ça contient une molécule originellement qu'on appelle la cucurbitacine. Voilà, on a la draculine pour les Dracula vampires et les cucurbitacines chez les cucurbitacées. Ce sont des molécules qui sont très peu digestes et qui sont donc plutôt toxiques, qui à l'origine sont un moyen de défense contre les pathogènes. Et à force de cultiver les citrouilles et de les domestiquer, elles ont progressivement perdu ces molécules, ce qui les a rendues plutôt comestibles et qui fait que maintenant on a tout un tas de variétés qui sont sucrées à amères qu'on peut cultiver dans nos jardins. Donc je vais pas aller dans le détail sur toute l'histoire de la domestication de la courgette, de la citrouille, du potiron, etc. Mais c'est une histoire assez passionnante et on peut en faire tout un tas de trucs maintenant grâce à cette histoire de domestication. Voilà un peu. Donc, je voulais juste vous parler de la citrouille parce que c'était un légume assez emblématique et puis vous faire un petit peu une histoire de la fête d'Halloween, de ses origines, juste pour vous la péter en soirée la prochaine fois qu'on vous demande d'où ça vient. Et c'est une très bonne idée. C'est quand même nettement plus facile à creuser que des navets, quand même, il faut le dire. Oui, aussi. Et en plus, on peut faire des très grosses soupes avec. On peut aussi faire des très grosses soupes avec des navets. Hein. C'est vrai. Mais il en faut plus. Il en faut plus. J'avais fait un article à l'époque sur le Plantoscope sur les citrouilles justement et les potirons et je ne sais pas si vous l'aviez lu, mais actuellement il y a des concours de citrouilles et de potirons qui sont organisés chaque année autour d'Halloween et les recordman ont cultivé des spécimens qui font jusqu'à 1 tonne. C'est assez impressionnant à voir. Donc on est passé d'une variété ancestrale de citrouilles ancestrales toutes petites avec toutes ces graines à des choses énormes et monstrueuses dont on fait des concours en foire agricole. Ça fait vraiment beaucoup de soupe. C'est vrai que c'est terrifiant. Mais du coup, on peut dire qu'Halloween, du coup, c'est un melting pot de plusieurs cultures, du coup, maintenant aujourd'hui.
Tout à fait, et c'est intéressant culturellement parce que c'est vraiment la fusion entre une culture plutôt chrétienne et puis une ancienne légende irlandaise, mais qui n'est pas si vieille que ça, et une fête celte et des traditions. En tout cas, il y a une convergence de cette célébration de la transition entre le vivant et le mort, et ce pont entre les deux mondes du vivant et du mort. Et c'est pour ça aussi qu'on a toutes ces légendes de sorcières, de choses qui font peur. On est vraiment dans une période de passage dans une phase obscure de l'année qui fait peur et pendant laquelle on peut penser à toutes sortes de choses effrayantes. Et ce qui est drôle, parce qu'aux États-Unis, finalement, ça a parfois un peu perdu ce côté effrayant, puisque les costumes sont pas du tout liés à quoi que ce soit d'effrayant en particulier, quoi. Quand on choisit son costume d'Halloween ici, c'est vraiment... ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la fée Clochette, par exemple. C'est pas du tout nécessairement lié aux sorcières, ou etc. Et ça a une valeur culturelle complètement différente aux États-Unis maintenant que en Europe, il y a au final très très peu de gens qui fêtent Halloween de la façon dont les gens aux États-Unis le fêtent, où c'est vraiment un rassemblement comme un gros carnaval où tout le monde se déguise. Ouais. Oui, même à la fac, moins à UCLA, mais quand j'étais en Illinois, moi j'enseignais à ce moment-là, j'enseignais en costume, mais mes étudiants étaient aussi, tout le monde était en costume toute la journée. C'est plus typique. En tout cas, c'est noté, l'année prochaine, je vais creuser des navets pour faire des trous dedans. Et on vous postera ça, sur nos réseaux sociaux. Tiens, on fera un petit concours du plus beau navet. C'est ça. Il y a aussi des concours des plus belles citrouilles gravées et des plus beaux motifs de citrouilles si vous cherchez sur Internet. Et c'est très joli. Il y a des gens qui sont très créatifs. Et si vous regardez sur le compte de Topo, Pierre Kerner, hier, il a posté une citrouille qui avait été grandie dans un moule en forme de visage humain. Et c'est assez rigolo. Donc, quand la citrouille grossit, vous pouvez mettre un moule autour et lui faire prendre à peu près la forme que vous voulez. Et il y a des gens qui se sont amusés dans les années, je sais plus, 50 ou 60 à faire des citrouilles d'Halloween en forme de tête de gens. Ce qui est assez flippant, mais qui fait le plus bel effet aux fêtes d'Halloween. J'allais dire, c'est assez flippant quand même le résultat. Et ben, si on n'a pas d'autres questions, on va peut-être passer à la chronique de Cléora, du coup, sur les chants écrits des rapaces nocturnes. Coucou à tous et bienvenue pour cette nouvelle petite chronique des osios. Aujourd'hui, je vous propose une immersion nocturne. Je suis actuellement dans une maison dite hantée, une grande maison blanche en tuiles tachetées de petites mousses ou je ne sais trop quoi, posée comme ça au bout d'un chemin au bord d'une forêt. Ça devait être certainement, je sais pas moi, une ancienne grange à moutons ou à biquette, je sais pas trop quoi. Et cette maison, en fait, on l'a dit hantée. Moi, je suis persuadé que c'est à cause d'animaux, ou et plus particulièrement de certains oiseaux, ou même une fouine ou une chouette, en fait, peut faire un sacré boucan dans une maison. Alors, j'ai juste allumé mon micro pour que vous puissiez avec moi partir à l'aventure des cris et chants des oiseaux et rapaces nocturnes. Déjà, ce chant typique d'oiseau nocturne qu'on entend depuis tout à l'heure est celui de la chouettulotte. L'arbre là. Vous ne pouvez pas vous tromper, hein, la chouettulotte, c'est... Voilà. En deux temps, c'est le chant typique caractéristique des nuits européennes et nord-africaines. Autant son chant est assez apaisant à nos oreilles, pour les petits passereaux qui dorment dans le coin, c'est synonyme de terreur. La chouettulotte est en chasse, sur sa branche, à l'affût de la moindre proie qui bouge. Et si rien ne bouge, elle est du genre à faire encore plus de bruit pour effrayer ses proies, en fait. Vous savez, l'ami qui essaie de vous effrayer en vous faisant des petites blagues là. La chouettulotte fait ça à peu près pareil en fait. Pour faire effrayer ses proies, elle fait du bruit exprès. Un claquement d'ailes, des brindilles frappées contre une branche, un bruissement de feuilles. Est-ce le vent ou la chouettulotte qui se joue de nous? Ah, et ça c'est son cri. Vous l'avez entendu? Clairement, elle est assez loin, cette chouette. Car je vous l'assure, de près, c'est une alarme incendie, le truc. Presque des miaulements, parfois. C'est pourquoi, dans le temps, on aurait appelé, d'ailleurs, la chouettulotte le chat huant.
Donc ça, c'était la chouette-hulotte, le rapace nocturne le plus commun dans le coin en Europe, et même en Afrique et en Asie. Il y a un autre petit oiseau de nuit où leurs cris peuvent ressembler à des miaulements. J'en ai croisé quelques-uns en partant de chez moi. C'est le hibou petit duc, que je vais mettre ici en post-production. Voilà, ça c'est son cri. Pour différencier le cri de la chouette-hulotte qui est, et le cri de hibou petit duc qui est. Tous deux sont des cris qui parfois se ressemblent, qui peuvent même d'ailleurs aussi ressembler à des miaulements, voire des chants en rut, quand c'est assez proche. Si vous semblez les confondre, on peut aussi les différencier par le milieu d'où vous l'écoutez en fait. Alors que la chouette-hulotte préfère les forêts et boisés espacés, le hibou petit duc peut se suffire à un petit parc du coin, même en pleine ville. Donc même si vous habitez dans un milieu urbain, dans un environnement urbain, vous pourriez peut-être éventuellement entendre le hibou petit duc. Je l'appelle un peu le chaton des parcs qui ulule et parfois miaule. Car c'est vraiment la taille d'un tout petit chaton, comme s'il était perché dans un arbre. On le retrouve plus facilement autour de la Méditerranée. Si même en ville, vous retrouvez par exemple, des trucs volants autour des lampadaires. Si ce n'est pas des insectes ou des chauves-souris, ça peut être parfois le hibou petit duc qui parfois se joint à la partie pour chasser les petits insectes. Sinon, donc, si c'est pas encore assez clair distinction entre la chouette-hulotte et le hibou petit duc, de manière générale, pour différencier hibou et chouette, ce sont les petites aigrettes sur la tête qui permettent de nous différencier entre hibou et chouette. Les petites aigrettes sur la tête sont comme des petites oreilles pour le hibou et pas pour la chouette. Donc au-delà des comparables miaulements, un hibou avec ses aigrettes sur la tête pourrait alors vaguement ressembler à un petit chaton perché sur un arbre. Vraiment comme un petit chat, avec ses petites oreilles. Et non, c'est pas plus gros que ça. Hein. Mais ça, c'est pour différencier chouette et hibou visuellement. Mais concrètement, dans le noir, c'est plus compliqué. Hein. Ces deux grands groupes d'espèces font partie des strigidés, et c'est à leurs cris et à leurs chants qu'on va essayer ensemble de les distinguer. D'abord, les hiboux. Il y a 3 grandes espèces communes en Europe. Le petit duc, le moyen duc et le grand duc. Je vais me limiter à ça. Et si vous deviez retenir qu'une seule chose, les hiboux font une même note simple toutes les quelques secondes. Donc pour différencier chouette et hibou, pensez donc que les hiboux sont des chatons, en gros, voire même des gros chats pour le grand-duc, qui font de simples ouh. Écoutez plutôt le petit-duc, le moyen-duc et le grand-duc. On pourrait presque même en faire de la musique. Vous connaissez maintenant les chants des 3 plus répandues espèces des hiboux en Europe. Le hibou petit-duc, le moyen-duc et le grand-duc. On a aussi le hibou des marais. Bref, si ce n'est pas autour de cela que vous entendez chanter dans la nuit, si ce n'est pas une note simple comme un hibou, c'est alors très certainement une chouette et une chouette-hulotte. Ou un chat. Bref, revenons à notre nocturne exploration dans notre hantée maison. Pas l'endonyme ou de Tarascon pour les connaisseurs des environs. Bref. Voilà, donc je suis actuellement dans une pièce avec une large fenêtre donnant sur la forêt, et c'est de là qu'on entend cette fameuse chouette-hulotte ululer. Mais clairement, ça ne semble pas être elle qui semble la hanter, cette maison. Faisons demi-tour pour monter au grenier. Comme dans les films, c'est certainement la... C'était quoi ça? C'est la porte qui grince? Ok, non, c'est pas la porte, mais du coup c'est quoi ça? Ça semble venir du toit. Ok, je viens de voir passer un flash blanc devant la fenêtre. Un fantôme? Un oiseau? Ouais, c'est bien ça. On l'entend plus loin maintenant. Je viens de m'approcher de la fenêtre et je vois l'oiseau blanc perché sur le toit d'un autre bâtiment. Avec sa tête en forme de cœur, je la reconnais. C'est l'effraie des clochers.
connu dans le monde entier. Les frais des clochers cohabitent volontiers sous les toits des bâtiments, ou comme son nom l'indique, sous les clochers. Et ça ne me surprendrait pas qu'elle soit la cause du vacarme de cette dite maison hantée. Je l'observe encore un peu, voir si elle revient, mais... Ah ouais, ok, elle décide de repartir un peu plus loin. Ne serait-ce pas elle et sa famille qui squatteraient la maison? Je repars direction vers le grenier, pour en avoir le cœur net. Ok. Ça m'a fait peur, mais ça, encore une fois, c'est bel et bien un chat, par contre. Je viens d'allumer la lumière pour y voir plus clair, et il n'a pas dû apprécier. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça encore? C'est le chat qui se fout de moi parce qu'il m'a fait sursauter. Ah non, pas ce bruit de malheur. Ça, c'est les frais des clochers. Ok, voilà. Alors, ce petit rire lointain. La maison serait-elle vraiment hantée? On dirait le rire d'une sorcière. Ah, ok. C'est juste le cri d'un hibou. Le grand-duc d'Europe. De la taille d'un bon gros chat que, personnellement, je n'ai jamais réussi à voir de mes propres yeux. Mais parfois, oui, on arrive à l'entendre se moquer que... Ouais, voilà, que il est où le grand-duc, où il est caché. En France, on le retrouve tout au sud et dans les Alpes. En Suisse, c'est clairement leur lieu préféré, mais en Belgique, pas la peine de le chercher. Voilà, donc celui qu'on entend là doit certainement loger dans les falaises rocheuses juste à côté. Mais en tout cas, c'est pas lui qui logerait là, dans une maison habitée. Aux connaissances de tous ces oiseaux nocturnes qu'on vient de citer, il est plus probable que ce soit la chouette Effray qui loge tout là-haut. Le fameux oiseau cri avec le cri de malheur là qui fait comme un grincement de porte. Bref, l'hibou du petit duc aussi, pourquoi pas. L'hibou petit duc peut loger dans des maisons, mais j'y crois moyen. C'est tout petit et ça fait pas un vacarme au point d'en croire que c'est une maison hantée. J'arrive alors enfin au grenier. Je viens d'y arriver au lieu pour monter au grenier. Ça va, y a pas d'échelle, c'est des petites marches qui me permettent d'escalader. Ok. Donc en face, y a rien, c'est con. Imaginez si vous voulez, pour voir l'image, imaginez ma petite tête dépassée au-dessus du plafond, devenue plancher, du coup, parce que je passe ma tête au-dessus du plafond. Et je viens de voir, donc juste au fond, là, qu'il y a rien au fond de la maison du grenier. Et là, je vais juste me retourner pour voir de l'autre côté, et voilà. Ok, et voilà que je vois sous une poutre, deux grands yeux jaunes me regarder. Ouais, ça me fait frissonner quand même. Mais du coup, c'est pas une effraie des clochers, car elles n'ont que deux globes bien noirs et pas jaunes. Là, les yeux sont bien dorés, bien ronds, immobiles et complètement fixés sur moi, qui suis en train d'essayer de m'approcher à genoux pour mieux éclairer. Encore un chat? Non. Ouais, l'animal a bien un bec jaune, et au-dessus de ses yeux dorés se dessinent deux énormes sourcils blancs. De jour, je l'aurais peut-être trouvée mignonne, mais là, de nuit, c'est comme si elle voulait me bouffer. Clairement, je laisse plusieurs mètres de sécurité. Je suis en face, d'une chevêche d'Athéna. Une chevêche d'Athéna. Athéna étant l'une des déesses des guerriers, donc autant pas s'approcher, vu son nom. La chevêche d'Athéna est une toute petite chouette des plaines européennes. Les simples champs longeant la forêt doivent la satisfaire, à peine. Elle qui pourtant niche dans des tout petits lieux, des nichoirs, des terriers, des tout petits creux. La voilà recroquevillée dans le coin du grenier entre une poutre et un mur. Clairement, ce n'est pas sur elle que j'aurais misé. Mystère résolu, je comprends pourquoi maintenant les habitants racontaient que cette maison serait hantée avec un énorme boucan. Une famille de chevêches d'Athéna, ça peut, être très bruyant. Et voilà que se termine cette petite chronique, ce petit voyage nocturne. Donc pour résumer, les hiboux sont des chats plus ou moins gros qui répètent une seule et simple note toutes les quelques secondes. Donc on a le petit duc, le moyen duc, le grand duc, l'effraie des clochers qui nous effraie de son grincement de porte, et côté chouette, la minuscule chevêche bavarde,
tandis que l'iconique chouette Hulotte ulule de son populaire chant. Qu'on peut retrouver dans beaucoup de films, et maintenant aussi ici parmi les épisodes de Podcast Science. Merci Cléora. C'était très chouette. Pour le Grand-Duc, ça me faisait penser à, je sais pas si vous l'avez vu quand vous étiez petit, le château de ma mère, là. Il y a tout un truc où il a peur du Grand-Duc, et finalement il se retrouve face à lui dans la forêt à la fin. Non, bref, c'est pas votre enfance, château de la mer et la gloire de mon père, ouais. Moi, je les ai lus, je sais pas si j'ai vu le film. Alors, je suis pas sûr d'avoir lu le livre, alors je l'ai lu il y a longtemps, mais effectivement, dans le film, il y avait tout un truc autour de la peur du Grand-Duc. Eh ben, donc on a une question sur les citrouilles, Eléa, qui est, dans les citrouilles, si on écrase les graines et qu'on met de l'alcool, avec des UV, ça fait de la fluorescence rouge visible. Quel est le rôle de l'alcool ? Du coup, le rôle de l'alcool, c'est d'extraire des composés qui sont dans les graines de citrouille. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ça revient régulièrement dans les expériences de chimie rigolotes à faire à Halloween. C'est que vous prenez des graines de citrouille, vous les écrasez avec de l'alcool et ensuite vous mettez sous UV, ça fait vraiment du rouge fluorescent comme ça. Et c'est assez impressionnant. Et en fait, c'est un précurseur de la chlorophylle, les protochlorophyllides, qui sont des structures qui s'excitent grâce aux rayons ultraviolets et qui réémettent du coup la lumière en fluorescence. C'est assez impressionnant à faire. La chlorophylle fait la même chose, ça émet aussi une fluorescence rouge, mais dans les graines, il y a ces précurseurs là de la chlorophylle qui marchent aussi. Bah on passe la citation du coup. Tu voulais que je la lise, c'est ça ? Ouais, bah comme ça parce que c'est plus simple. Donc passons à la citation. La citation du jour est « La puissance du vampire tient à ce que personne ne croit à son existence ». C'est une citation de Dracula en 1897 de Bram Stoker. Très bon livre qu'on vous conseille au passage et qui marche d'ailleurs pour les fantômes et le reste. C'est vrai, elle est biaisée, mais je suis la seule à avoir ramené une citation. Donc vas-y, avec la tienne si tu veux. Non, mais je trouvais qu'elle marche aussi pour tout parce que on peut mettre à la place des vampires finalement plein d'autres autres choses et puis ça peut marcher aussi pour Halloween. Alors c'est la fin de cette émission thématique. On espère qu'elle vous aura donné des idées de costumes pour l'année prochaine et qu'elle aura démystifié ou au contraire encore plus développé l'aura de magie et de mystique que dégagent les merveilles du vivant associées à Halloween. Nous vous souhaitons une bonne nuit, de beaux cauchemars et en attendant de vous retrouver ou pas dans 2 semaines, que servir la science soit votre joie.